Bien, bonjour à tous. Donc Clarisse Dautrey, je travaille donc à la région Basse-Normandie, à la direction de l'emploi et de la formation professionnelle. Marie-Pierre, je te laisse. Marie-Pierre Gouet, moi je suis responsable pédagogique au sein d'un organisme de formation qui s'appelle l'IRFA, c'est-à-dire Institut régional de formation pour adultes, en Basse-Normandie. On intervient sur 3 régions, 4 départements, et on est situé à Alençon. Voilà. Voilà, donc l'objet de notre intervention cet après-midi à 2 voix, sur le volet plus institutionnel et puis sur le côté mise en œuvre, c'est de vous présenter une démarche qui a été engagée en région en 2005, qui a conduit à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs sur le champ de l'amont de la qualification, donc on est plus sur le champ de l'orientation, de l'insertion professionnelle. Ces dispositifs nous étant apparus intéressants à vous exposer dans, alors pas nécessairement une logique d'évaluation, seulement d'évaluation, mais plutôt de démarche qualité engagée avec nos partenaires organismes de formation sur le territoire. Donc cette démarche, on l'a appelée la démarche d'éco-citoyenneté en formation professionnelle. Comme je vous le disais, on l'a engagée en 2005. C'était vraiment la volonté politique de notre élu Yannick Soubien, qui est en charge d'ailleurs toujours de la formation professionnelle en région, d'instaurer une démarche autour de la mise en œuvre de l'éco-citoyenneté en formation professionnelle. On a été accompagné par le CAFOC de Nantes sur cette démarche. Qui s'est décliné, alors vraiment je vous le fais de manière très synthétique et schématique sur ce qu'il en reste aujourd'hui, mais ça nécessitait du temps de maturation important, qui s'est centré en fait sur 3 champs de réflexion. Un premier autour de plutôt de la question de la compétence, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une compétence en éco-citoyenneté, comment on peut travailler ces notions-là sur le champ de la formation, sur des publics demandeurs d'emploi, puisque c'est notre champ de compétences. Donc ça nous a amené à construire avec une équipe d'une quinzaine de formateurs un référentiel de ces compétences en situation professionnelle, donc sur les 3 dimensions évidemment du développement durable. Un référentiel qui est repris derrière, je vais y revenir après, sur des cahiers des charges que l'on met en œuvre aujourd'hui sur des dispositifs. Deuxième objet de travail dans le cadre de cette démarche, là plus centré sur le fonctionnement de l'organisme de formation, comment on pouvait travailler avec les structures à décliner les enjeux du développement durable dans la conduite même de l'activité de la formation, donc du côté des organismes de formation. Et puis le troisième sujet qu'on a travaillé et qui va être plus en lien avec ce qu'on va vous décliner derrière, c'était de réfléchir à identifier en fait les étapes ou les éléments constituants d'un projet identifié éco-citoyen, c'est-à-dire comment, donc là plus dans la manière de construire les projets, on pouvait garantir qu'on était en lien avec les enjeux du développement durable. Je ne sais pas, peut-être Marie-Pierre sur... Oui, l'IRFA a participé effectivement à ces 3 groupes de travail effectivement, autour de l'éco-citoyenneté. Et moi, personnellement, j'ai participé à tout ce qui était conception de projet éco-citoyen. Donc, on a pris effectivement, pour illustrer ce travail-là, pour y mettre effectivement des critères et des... Plus près. Là, c'est mieux. D'accord. Donc, moi, j'ai pu effectivement, pour travailler effectivement sur ce groupe de travail-là, travailler sur une action qu'on avait mis en place sur Flair. C'était une action d'orientation avec des jeunes diplômés, et à l'intérieur duquel on avait mis un projet collectif pour travailler autour de la diversité dans l'entreprise et lutter contre les discriminations. Et donc, c'est à partir de cet exemple de projet collectif qu'on a pu effectivement décliner ce projet en projet éco-citoyen et faire apparaître les 7 repères clés qui sont maintenant un petit peu le référentiel de la conception d'un projet éco-citoyen. Tout à fait. Donc cette démarche autour de l'éco-citoyenneté en formation professionnelle donc, a donné lieu à la production de différents documents, etc., donc qui sont accessibles à l'ensemble des acteurs en Basse-Normandie. Elle se continue aujourd'hui puisqu'elle est inscrite dans l'agenda 21 de la région Basse-Normandie de manière plus large, c'est-à-dire qu'on est parti d'une démarche avec les acteurs de la formation professionnelle, qui est une compétence obligatoire des régions, et elle est élargie aujourd'hui dans le projet de l'agenda 21 sur l'ensemble des structures à vocation éducative et formative,
et donc ce qui fait sur le champ, pour les compétences de la région, aussi bien les lycées, les CFA et donc les organismes de formation. Voilà, donc cette démarche-là, elle continue aujourd'hui, et on est plus dans une logique aujourd'hui, soit d'accompagnement de la région des structures qui souhaitent s'engager dans la démarche, pour aller jusqu'à une reconnaissance aujourd'hui en Basse-Normandie d'une structure en démarche de développement durable. Donc une fois ça très rapidement expliqué sur cette démarche-là, ça nous a amené à revoir, à remettre un peu à plat en 2007-2008 l'ensemble des dispositifs sur l'amont de la qualification, avec la construction de 2 dispositifs alors qui s'appellent Espoir et Élan. Espoir, on est plus sur, ça veut dire espace d'orientation et d'intégration régionaux, c'est un peu, pas dire grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est orientation, hein, voilà. Et puis les Élans, c'est espaces locaux d'activité novatrice, et là on est plus sur des dispositifs d'insertion, et c'est d'ailleurs plus cela qu'on va vous présenter là cet après-midi. Donc en gros, tous les concepts, tous les outils qui ont été construits pendant la démarche autour de l'éco-citoyenneté ont évidemment été réinvestis dans notre manière de construire ces 2 dispositifs. Dans les cahiers des charges, les procédures de sélection, on s'appuie évidemment aujourd'hui très fortement sur tout le travail autour du référentiel des compétences éco-citoyennes, hein, sur les 3 dimensions. Pour ce qui est de la région en tant que commanditaire, ça nous a amené aussi cette démarche-là à s'engager sur des marchés pluriannuels, hein, donc ce qui est le cas en région Basse-Normandie depuis 2008. Voilà pour cette partie-là. Sur le volet gouvernance, donc sur la mise en place des élans, on va y revenir. C'est vraiment en s'appuyant justement sur quelles sont les conditions de mise en œuvre d'un projet éco-citoyen que s'appuie l'ensemble de la gouvernance du dispositif. Et puis dans la conduite et l'évaluation des actions, on va y revenir tout de suite, comment on a intégré tous ces éléments-là. Peut-être avant de rentrer dans le détail, je ne sais pas si c'est lisible pour vous, c'était juste vous donner quelques éléments, peut-être pas en plus, la couleur est peut-être pas bien choisie, rapidement des éléments sur ce que sont ces 2 dispositifs et comment ils s'articulent ensemble pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle, hein, puisque, donc on a 2 dispositifs, je vous ai dit Élan, Espoir. En termes de finalité, on en a un qui est plutôt sur la dimension, alors je disais très largement insertion socio-professionnelle, la finalité étant le développement de compétences sociales, cognitives et éco-citoyennes au travers d'une mise en activité. Le dispositif Espoir, là on est vraiment sur un dispositif d'orientation qui vise, et c'est bien la compétence de la région, à amener des demandeurs d'emploi vers la qualification professionnelle. Hein, donc en gros, l'objectif dans ce dispositif, c'est de construire, d'accompagner des demandeurs d'emploi dans la construction d'un parcours d'accès à la qualification. On vise des publics demandeurs d'emploi plus ou moins éloignés du marché du travail, donc avec des problématiques pas seulement de compétences professionnelles, mais aussi beaucoup de compétences comportementales, hein, ce qui pose encore autrement la question de l'évaluation et des acquis sur ces dimensions-là. En termes de modalités, hein, d'organisation, donc le dispositif Élan, en fait, il est structuré, mais Marie-Pierre y reviendra plus précisément tout à l'heure, sur de la mise en activité. Hein. L'idée, c'est comment, et on rejoint ce que disaient les interlocuteurs précédents, comment, au travers de la mise en situation professionnelle, on transfère cette compétence, on la transfère et on est capable surtout de la formaliser, de l'identifier et de la verbaliser du côté des demandeurs d'emploi, mais je vais laisser Marie-Pierre retourner là-dessus. Et puis sur le dispositif Espoir, on a ce qu'on a appelé une phase de diagnostic, qui est un peu le passage obligé pour les bénéficiaires pour entrer sur les 2 dispositifs. Donc une phase de diagnostic qui permet de faire un peu un état des lieux de où en est le bénéficiaire qui souhaite intégrer. Ce diagnostic amenant soit à aller vers le dispositif Élan, soit à continuer dans le cadre du dispositif Espoir, et là rentrer vraiment dans la démarche d'orientation professionnelle, là, telle que vous la connaissez, j'imagine. Et puis juste faire un dernier point de distinguo entre les 2 dispositifs sur le mode de contractualisation de la région, parce que c'est pas neutre. Je le disais tout à l'heure, marché pluriannuel sur le volet Espoir, donc là on est dans l'application du Code des marchés publics. Par contre, la volonté politique vraiment très forte avait été que sur les élans, mais aussi pour être en cohérence avec le mode de gouvernance mis en œuvre, on soit dans une logique de subvention, c'est-à-dire sur des territoires, des projets d'action proposés par les organismes de formation donc, et validés par la région dans une logique subvention. Voilà.
Très rapidement, ce schéma ne reprend pas l'ensemble du système de formation mis en œuvre, mais juste vous rend lisible. Voilà, l'idée d'un premier accueil. Dans le volet espoir, un diagnostic qui peut amener, parce qu'on a repéré, c'est la question aussi du repérage aussi des difficultés des candidats, parce qu'on a repéré un certain nombre de difficultés, passage par l'activité élan, pour de toute façon revenir vers la dimension orientation, construction de parcours de formation, dans un objectif qui là est clairement notre enjeu en région Basse-Normandie, qui est d'amener les bas niveaux de qualification vers une première certification de niveau 5. Voilà. Avec la mobilisation en parallèle de dispositifs de remise à niveau, de mise en situation professionnelle. Donc on a un partenariat, enfin un partenariat, oui, avec l'AFPA sur la mise en œuvre de plateaux techniques, hein, c'est-à-dire l'immersion en fait sur des plateaux techniques pour découvrir des métiers, et puis les problématiques de santé. Alors peut-être ouais, vas-y. Donc je vais essayer effectivement de vous présenter plus particulièrement comment se mettent en place les actions Élan. Donc c'est effectivement sur l'ensemble de la région Basse-Normandie. Et il y a effectivement un groupe, ce qu'on appelle un groupe projet, qui va déterminer effectivement sur chaque territoire, finalement faire un diagnostic de ce territoire, quel type d'action il y a à mettre en œuvre et sur quelle zone du territoire et pour quel public. Et peut-être même évoquer parfois les priorités en termes de thématiques qui peuvent être développées dans le projet d'activité qu'on appelle, nous, projet collectif. Donc il y a un groupe projet qui est constitué effectivement des prescripteurs, donc mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, mais aussi bien sûr la région, parfois la maison de l'emploi et de la formation, il peut y avoir aussi la politique de la ville par exemple, les pays qui sont là. Le pli, s'il y a un pli. Le pli, s'il y a un pli, effectivement, en fonction des territoires. Donc il y a un diagnostic effectivement qui ressort de ce groupe projet, une sorte d'appel d'offres finalement en fonction de ce diagnostic à l'ensemble des OF. Voilà, appel à projet plutôt. Tout à fait. Et ensuite, les organismes de formation font une proposition d'action. Donc c'est une action qui se veut modulaire, c'est grosso modo 4 mois d'action Élan. Et l'objectif, c'est à la fois d'accueillir effectivement des publics qui sont dits en difficulté, fragiles, à la fois de tenter de les aider à résoudre finalement leurs difficultés périphériques à tout ce qui est insertion professionnelle, donc on va plutôt sur le champ social et personnel, en les mobilisant sur un projet collectif, sur une thématique X ou Y, mais le projet collectif ce n'est que le prétexte pour leur montrer effectivement qu'ils ont des compétences, qu'ils sont capables de se mobiliser à l'intérieur duquel on va pouvoir effectivement évaluer finalement des capacités autour de la communication, le travail d'équipe, aussi tout ce qui est l'informatique, rechercher des informations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Encore plein de choses. Ils vont faire aussi des maths, du français, de façon contextualisée au projet, donc sans s'en rendre compte finalement. Voilà. Alors les types de projets qu'on a pu mettre en place, alors là je suis partie sur des actions. On a un groupe opérationnel, du coup une fois qu'on a effectivement l'action en tête, on écrit un projet, on l'envoie au groupe projet, et il y a donc, on m'entend mieux là, un groupe opérationnel qui se reconstitue pour pouvoir effectivement écouter finalement l'OF qui va présenter son projet, échanger avec l'organisme de formation, réajuster s'il y a besoin, valider ou invalider le projet. Ça, c'est le groupe opérationnel. Il va suivre finalement tout au long de l'action l'organisme de formation et évaluer de A à Z. C'est important parce que le groupe opérationnel, du coup, c'est vraiment un des lieux d'évaluation. Alors, non pas nécessairement des acquis des individus, hein, là, ça va jouer à un autre moment, mais vraiment l'évaluation sur un territoire, parce qu'on va le voir après, la notion de territoire est vraiment importante dans la logique des projets que l'on souhaite monter, auxquels sont associés évidemment l'ensemble des acteurs du territoire, hein, qui peuvent avoir à interagir sur les actions menées, mais aussi les bénéficiaires. Hein. Donc, pas tant dans seulement le regard qui porte sur eux, comment ils ont avancé dans l'action de formation, mais aussi quel regard ils portent sur les actions menées par les institutionnels, l'action telle qu'elle est conduite par l'organisme de formation, en quoi on peut éventuellement faire évoluer les choses. Voilà, donc c'est vraiment sur ce groupe opérationnel qu'on essaie d'instaurer cette logique un peu d'amélioration continue, voilà, on a mis en place des actions, on regarde ensemble ce que ça a donné, on identifie des axes de progrès pour la fois suivante, et voilà, et tout ça dans une dynamique liée vraiment à une dimension d'un territoire.
Le comité de pilotage, le comité de pilotage, voilà, là, c'est plus à l'interne de chaque organisme de formation. On va effectivement, à minima, en milieu d'action et en fin d'action, constituer effectivement des bilans intermédiaires et bilans final pour pouvoir effectivement évaluer l'action, pareil, avec l'ensemble des partenaires tout au long qui ont participé à cette action. Que ce soit le groupe projet en question, le groupe opérationnel, mais aussi tous les partenaires qui sont en lien avec la thématique du projet collectif et les bénéficiaires, bien sûr. Donc juste peut-être revenir rapidement sur... Donc on a parlé de la gouvernance là, hein, sur les territoires, de ces projets-là, avec en fait un peu une grille de lecture, si on peut appeler ça comme ça, partagée et co-construite et partagée de ces projets-là et de ce qu'on doit évaluer ensemble et vérifier ensemble, qui est donc basé sur ce qu'on a appelé les 7 repères clés hein, d'un projet éco-citoyen. Alors sans les passer peut-être en revue, juste dire qu'il y a vraiment une dimension importante, je l'évoquais précédemment, sur l'ancrage du projet dans le territoire, hein, c'est-à-dire en quoi ça fait du lien avec le projet d'un territoire, que ce soit en termes de développement économique, de projet, etc. Donc il y a ce qui a décliné aussi derrière sur ce champ-là pour la région, c'est la mise en œuvre à partir de 2007-2008 d'une animation territoriale emploi-formation conjointe entre l'État et la région, hein, avec une dimension technique mais aussi fortement politique. Ça c'est un point important c'est le premier repère clé du projet. Le deuxième autour de tout ce qui est une logique de partenariat, hein, donc c'est bien pas s'appuyer seulement sur un organisme de formation mais bien l'ensemble des compétences que l'on peut identifier sur un territoire. Un projet conduit de manière participative, donc c'est pas juste une personne à un moment donné qui va écrire un projet qui, si ce projet est retenu, sera mis en œuvre par une équipe pédagogique qu'on n'aura jamais entendu parler ni d'Ève ni d'Adam avant le premier jour de la formation, comme ça peut des fois se produire. Donc on est vraiment bien dans un projet qui doit se monter avec les personnes qui seront amenées à le mettre en œuvre ensuite. Un projet qui responsabilisant pour chacun dans un développement durable, donc pas seulement dans une logique de je viens pour acquérir des connaissances, mais aussi pour m'inscrire dans un projet qui m'aide à prendre conscience de dans quel environnement j'évolue, voilà, de quelle manière on pense le développement aujourd'hui. Un projet qui soit aussi écologiquement responsable, avec une logique un peu d'exemplarité, hein, c'est je suis associé à un projet qui à un moment donné peut être un repère sur le territoire où je suis. Une logique évidemment d'égalité des chances, hein. Bon, ça c'est aussi notre mission, nous, de service de public, de comment on garantit l'égalité d'accès de l'ensemble des publics. Et puis pour terminer, le 7e qui est un projet évalué dans une logique d'amélioration continue. Donc là, j'y reviens pas, c'est le mode de gouvernance que l'on vient de vous présenter. Peut-être rentrer du coup dans le détail d'un projet que l'IRFA a mené sur le territoire de l'Aigle. Oui, pour illustrer effectivement la conception d'un projet élan sur les 7 repères, j'ai choisi effectivement, c'est un peu le hasard, ça s'appelle les 7 ponts. C'est pas 7 repères, c'est le chiffre 7 est fétiche en Basse-Normandie, c'est pour ça. Donc une action qui a été menée, effectivement, c'était une des premières actions élan qu'on a pu expérimenter sur le territoire de l'Aigle, donc c'est dans l'Orne. D'ailleurs, il y a le train qui va de Paris jusqu'à l'Aigle en direct. Et donc qui a été construit effectivement avec la mairie de l'Aigle, mais aussi le Pays d'Ouche, et puis l'office de tourisme. Et il y avait une dimension effectivement environnementale, puisque l'objectif c'était effectivement de mobiliser les stagiaires autour de la valorisation d'un circuit botanique en plein centre-ville de l'Aigle, sur la Rille. Donc on a pu effectivement mettre en place une action de ce type en respectant ces 7 repères-là. Donc ancrés sur le territoire, là c'était vraiment le cas, avec les partenaires qui sont aussi du territoire. Alors il y a les partenaires liés au projet collectif, mais il y a les partenaires aussi qui sont liés, on va dire, au suivi des bénéficiaires qui sont eux-mêmes en insertion socio-professionnelle. Voilà, l'objectif c'était effectivement de valoriser le patrimoine naturel de l'Aigle et de valoriser les stagiaires, mais aussi la population de l'Aigle finalement, mettre en valeur finalement ce circuit botanique, le faire connaître aussi de la population de l'Aigle. C'est ce qu'ont fait effectivement les stagiaires. Et puis au final, et ça c'est le plus important, travailler sur les compétences transversales de chaque stagiaire. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour ça, on évalue effectivement tout au long de l'action,
en individuel plutôt, pour leur permettre effectivement de prendre de la distance par rapport au projet collectif et qu'ils puissent noter d'eux-mêmes ce en quoi ils ont avancé, quelles capacités ils ont pu démontrer ou développer par le biais de cette mobilisation sur ce projet collectif. Donc c'est les compétences transversales qu'on appelle compétences clés aussi encore aujourd'hui. On peut évaluer. Donc on s'est appuyé effectivement sur une manifestation locale qui s'appelle Envirando. L'objectif c'était de valoriser effectivement tout le patrimoine naturel. Les stagiaires ont pu y participer à cette manifestation et à la fois évaluer aussi par le biais d'un stand sur cette manifestation, évaluer leur propre projet collectif, interroger la population sur l'avancée de leur projet collectif. Donc eux-mêmes ils évaluent leur propre projet au fur et à mesure. Voilà. Et puis on les a sensibilisés effectivement à tout ce qui est pratique, on va dire, des gestes éco-citoyens. C'est aussi, dans la mise en œuvre de cette action, au niveau pédagogique, on s'appuie beaucoup sur la pédagogie de la curiosité. On va expérimenter, c'est la pédagogie du projet. C'est eux-mêmes qui vont prendre en charge le projet collectif, faire des choix. Le formateur n'est absolument pas expert du patrimoine naturel à l'Aigle. Il va plutôt vraiment être là comme guide. Et c'est en concertation, en échange, qu'on va se mettre d'accord sur les orientations de ce projet collectif. Et encore une fois, s'il ne va pas jusqu'au bout, ce projet collectif, si on ne va pas jusqu'au produit, la production finale, finalement, ce n'est pas très très grave. L'important, c'est effectivement toutes les compétences qu'on va capitaliser au fur et à mesure et en transversal. Je viens de le dire, la pédagogie qu'on a mis en place, je vais un petit peu trop vite par rapport au diaporama. Voilà, on va effectivement capitaliser toutes les expériences. Chaque rencontre de partenaires en lien avec ce projet collectif va faire l'objet effectivement d'une synthèse, notamment ils vont prendre du recul par rapport à ce qu'ils ont pu apprendre et donc travailler aussi le français, par exemple. Ils ont aussi conçu sur cette action-là une plaquette de présentation de ce circuit botanique et ils l'ont remis ensuite à l'Office de tourisme. C'était aussi l'occasion de valoriser le travail qu'ils ont fait de façon publique. Voilà, c'est un exemple. Alors les constats qu'on fait, nous, aujourd'hui, plus d'un niveau régional, et dans cette logique un peu aussi d'évaluation, non pas de l'action, mais aussi de l'impact par rapport à ce qu'on a voulu faire au travers de ça. 3 points que j'ai ressortis là, après il y en aurait sûrement plein d'autres, hein, mais d'abord c'est l'implication des territoires avec vraiment cette logique de valorisation des individus dans leur territoire. Des choses toutes simples, hein, on a des demandeurs d'emploi sur un territoire qui n'avaient pas eu l'occasion par exemple de dialoguer avec le maire, avec la collectivité, voilà. Donc on a aussi à un moment donné un peu de restauration d'image de soi, hein, sur la capacité qu'on a pu avoir collectivement à produire quelque chose qui est visible, c'est-à-dire qu'on est toujours soucieux de rendre visible le travail des stagiaires, puisque à chaque fois ça s'appuie sur un projet collectif, donc de rendre visible ce travail, de le valoriser, alors Marie-Pierre l'évoquait, au travers de plaquettes qui restent, c'est-à-dire que même si l'action elle est ponctuelle, elle se tient à un moment donné, mais 1 an plus tard, le travail réalisé, il continue à exister sur le territoire et à être visible pour l'ensemble des personnes qui sont là, en l'occurrence, c'était la plaquette, mais aussi le circuit botanique, alors, finalement, qui a été aussi finalement entretenu. Voilà. Ils ont agi aussi là-dessus. Donc voilà, du coup on a plein d'exemples comme ça aujourd'hui en Basse-Normandie de stagiaires qui ont contribué au travers de leur activité à enrichir, on va dire, quelque part la vie locale, et on essaie vraiment de valoriser ça et de le rendre visible. Le constat qu'on fait par ailleurs, hein, c'est qu'on a bien touché le public qu'on voulait identifier, donc qui est le public un peu en difficulté sur les territoires. On touche beaucoup de travailleurs handicapés, majoritairement évidemment des individus de niveau 5 et infra, beaucoup de bénéficiaires du RSA. Et puis le dernier point qu'on n'a peut-être pas suffisamment développé, mais je vais y revenir après sur un dernier point sur l'accompagnement de la région, c'est tout le travail qu'on a mené aussi, au-delà de l'activité qui n'est qu'un prétexte en fait à construire justement et à formaliser des compétences et des savoirs associés acquis par le bénéficiaire en formation, hein, puisque l'objectif c'est quand même ça. Alors la difficulté, c'est qu'on évoquait tout à l'heure qu'une formation certifiante, évidemment on a un référentiel, on a des compétences
compétences professionnelles, on sait, on ne sait pas, on a ou on n'a pas le titre ou le diplôme. Là, évidemment, on est plus sur de la compétence comportementale, on est plus sur mesurer comment on a réussi à engager en gros une dynamique de changement. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a le côté un peu visible, alors là, c'est pas, on ne va pas dire aux stagiaires vous êtes content, vous n'êtes pas content, mais c'est plutôt souvent d'ailleurs les partenaires extérieurs qui sont venus au début de l'action, un conseiller Pôle emploi, mission locale, viennent faire le bilan à la fin, connaissent le jeune par exemple, l'ont suivi, et puis disent bah, qu'est-ce qu'il a changé physiquement, dans sa manière de s'exprimer, voilà. Donc on est aussi dans vraiment des choses qui sont des fois plus difficiles à mesurer évidemment, mais cette dynamique de changement qui permet de restaurer de la confiance et puis d'accompagner, de permettre à des individus de continuer leur parcours, vers la formation qualifiante. Il y a effectivement ce que notent les prescripteurs qui ont suivi depuis plus longtemps que nous, finalement, les bénéficiaires. Il y a aussi ce que disent les bénéficiaires. Et tout au long de l'action, effectivement, ils apprennent, puisqu'ils sont partie prenante vraiment du projet collectif, à argumenter, y compris à argumenter leurs propres capacités et à illustrer, au travers de leur action sur le projet collectif, comment ils ont mis en place leurs capacités. Ça, c'est très, très valorisant aussi. À la verbaliser, tout à fait. Ce qui est déjà un peu un indicateur pour nous d'acquisition. Hein, c'est-à-dire que c'est pas les autres qui leur font dire que, mais voilà, c'est comment ils ont engagé un processus qui leur permet de verbaliser pour eux les évolutions. Pour accompagner toute cette mise en œuvre là, depuis 2008-2009, on est allé aussi sur la volonté de la région, c'était de voir comment sur le champ de la professionnalisation des acteurs de la formation, et là toujours en partenariat avec nos prestataires, on pouvait sur le volet un peu outil justement d'évaluation accompagner les formateurs dans les structures. Donc on a mis en place une formation action avec les formateurs des dispositifs qui nous a permis en fait de modéliser. Alors l'objet c'était, enfin le prétexte c'était de modéliser l'articulation entre le dispositif Espoir et Élan, mais ça a permis au final de construire des outils de mesure justement, donc permettant d'être utilisés dans la phase diagnostique un peu au départ, mais surtout au cours, tout au long de l'action et à la fin, comme outil de support pour les formateurs, mais aussi pour les bénéficiaires, hein, un peu dans une logique de portefeuille de compétences, mais se situant plus là sur d'autres indicateurs que de la compétence uniquement professionnelle. Donc cet outil a été construit par un groupe d'une douzaine de formateurs 2010-2011, expérimenté sur plusieurs territoires en Basse-Normandie en 2012, et puis peut-être par rapport à la suite, parce qu'il y a ce qu'on a mené depuis 4-5 ans maintenant, mais quel constat on en fait aujourd'hui, ce travail-là va être repris là dans une expérimentation un peu différente que l'on va mener dans le cadre du service public régional de formation permanente sur l'idée d'un accompagnement renforcé vers la qualification pour une certaine typologie de public. Alors peut-être un peu en synthèse là, de tout ce qu'on a dit, le constat que l'on fait nous en région, hein, c'est que l'ensemble de ce travail mené depuis 2005, on vous en a rendu visible une petite partie au travers des élans, mais il y aurait eu plein d'autres choses à raconter. Ce qui ressort fortement, c'est tout le volet ingénierie pédagogique construit dans le cadre de ce dispositif, donc co-construit, hein, on peut dire, avec l'ensemble des acteurs. Des résultats très positifs en termes de partenariat, d'ancrage sur le territoire. Donc ça veut dire aussi, et là, évidemment que pour une région, c'est important, l'investissement au local des collectivités, aux côtés des collectivités locales aux côtés de la région, et puis des bénéficiaires qui ont engagé des dynamiques de changement. Alors évidemment qu'on n'est pas tout de suite dans la signature du contrat de travail, on n'est pas tout de suite nécessairement dans l'entrée en formation qualifiante, encore que ça c'est plus facile à mettre en œuvre. Mais globalement, on sait qu'on a engagé avec ces bénéficiaires-là des choses, qu'ils en ont pris conscience, c'est-à-dire que c'est pas juste ils l'ont fait pendant 4 mois et puis après c'est fini. Ils en ont pris conscience et qu'on fait le pari qu'ils seront capables de réinvestir ça dans la durée par rapport à d'autres étapes de leur parcours derrière. Bon, pour autant, hein, les constats qu'on fait, nous, en région, c'est il nous reste un système juridique et financier à sécuriser. Hein. Aujourd'hui, on est dans une logique d'un mode subvention. On subventionne projet après projet. Donc, c'est vrai que pour une structure... ça nécessite de l'engagement, de la réflexion, de la formation des équipes. Donc voilà, il faut qu'on arrive peut-être, nous, juridiquement, à mieux sécuriser ça. Et puis, alors là, plus du côté...
bénéficiaires. Hein. Autant on pense qu'on rend mieux le service public aujourd'hui qu'on ne le faisait peut-être il y a 4-5 ans. Pour autant, on sait qu'on a une frange du public qui tire bénéfice à un instant T, mais pas suffisamment pour que ça se concrétise sur le volet accès à la formation de manière plus durable. Donc je l'évoquais là rapidement, on va engager une expérimentation à partir de septembre 2013, donc sur 3 territoires, dont le territoire d'Alençon, et donc c'est l'IRFA qui sera en première ligne. Voilà, pour voir comment, à partir de ces 2 dispositifs-là, on peut aller plus loin sur une logique d'accompagnement renforcé, sur une durée plus longue, pour pas seulement se centrer sur la phase amont, orientation, insertion, mais aussi comment ces publics-là, on prévoit aussi peut-être un accompagnement spécifique jusqu'à l'obtention de la certification dans un délai qu'on a identifié aujourd'hui autour de 24 mois. Ça nous amènera sûrement, cette expérimentation, à revoir l'articulation des 2 dispositifs, sa sécurisation sur le volet juridique. Donc là, on espère aussi que la loi de décentralisation va nous outiller, au travers notamment du SIEG, voilà, avec des réflexions du coup sur des nouvelles nouvelles modalités de contractualisation juridique. Voilà ce qu'on voulait vous relater.